L'astrophysique a débuté avec la compréhension de l'énergie des étoiles et contemporaine de la physique nucléaire, donc des années 30 en fait. Par contre, il y a beaucoup de pans de l'astrophysique qui étaient vierges parce que l'information, elle venait des télescopes optiques et, après la Deuxième Guerre mondiale, de la radioastronomie. Ça découpait en quelque sorte dans l'astrophysique les thématiques qui pouvaient être traitées et modélisées parce que les informations étaient dans le visible ou dans la radio, et puis des champs vierges qui n'étaient pas accessibles par manque de détecteurs et par manque de transparence de l'atmosphère. Par exemple, pour les hautes énergies, les photons X et les photons gamma, ils n'arrivent pas sur Terre. Qu'il fallait l'observer d'abord sur des ballons ou avec des fusées sondes. Moi, j'ai pas connu les fusées sondes, mais Roger Bonnet et ses équipes ont effectivement développé le début du spatial avec des fusées sondes. Donc il y avait une fusée qui s'appelait Véronique, qui est en fait une fusée qui a été faite essentiellement à partir du V2 allemand. D'ailleurs, les gens qui ont construit cette fusée Véronique, ils parlaient presque tous allemand. Il fallait développer une Véronique un peu particulière à ce moment-là, parce qu'il y avait l'année géophysique internationale. Le grand directeur de l'Observatoire de Paris, M. Danjon, avait organisé à la demande du général de Gaulle une petite analyse des choses qu'il fallait faire, dans lesquelles se trouvaient Jean-Claude Péquer et Jacques Blamont. Et cette réunion, elle a eu comme effet que, on a défini un certain nombre de choses à faire en priorité, mais il n'y avait personne pour les faire. Donc quand je suis allé voir Jean-Claude Péquer, qui était dans cette compagnie, il m'a dit, voilà, ce que tu peux faire, c'est ça. Et c'est lui qui m'a dit, mais tu sais, les Américains ont tout fait, alors t'inquiète pas, il te reste que l'impossible à faire. Je sortais des bancs un peu poussiéreux de l'université à Paris, et il me dit, tu vas voir Blamont, il va t'emmener au Sahara. Je suis allé voir Blamont à Meudon, parce qu'il avait son laboratoire à Meudon. Dans le service de l'heure, il y avait des antennes partout, et puis c'était un grand monsieur, moi je ne suis pas très grand. J'ai couru après lui parce qu'il fallait que je lui parle. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit, il faut que je passe un diplôme pour après être éventuellement professeur. Ok, venez, il m'emmène dans son petit bureau, et puis il me dit, bon, vous commencez maintenant, et puis dans 3 mois, je vous emmène au Sahara. Quand la NASA d'une part et les soviétiques d'autre part ont décidé de faire des missions pour aller explorer le système solaire essentiellement, en France, la volonté a été de créer aussi une agence spatiale, pas que pour l'exploration scientifique bien sûr, mais le CNES a été la seconde agence créée après la NASA au tout début des années 60, et ça a été depuis le début avec la volonté d'inclure au spatial la recherche scientifique. Ça a été fait d'une manière tout à fait spectaculaire au début des années 60, avec une volonté qu'on n'a jamais retrouvée après, c'est que le CNES est une agence qui a la capacité de recevoir de l'argent de ses tutelles et de le distribuer, mais de le distribuer d'une manière telle que à la fois des laboratoires spatiaux existent, une industrie aérospatiale se développe, et cet ensemble triangulaire entre une agence, des laboratoires qui ne dépendent pas du CNES et une industrie, ce partenariat a été ce qui a permis réellement à l'exploration spatiale scientifique française de devenir au niveau qu'elle a acquis, et surtout dans une spécificité très grande qui est de construire des instruments pour permettre précisément aux communautés françaises de participer aux missions que le CNES n'avait pas la capacité de faire. Le père de tout ce quoi nous vivons aujourd'hui, c'est Jacques-Émile Blamont, qui avait cette vision de la création de laboratoires spatiaux qui auraient cette capacité d'interagir avec l'industrie aérospatiale et une agence dont ils ne dépendraient pas, et pour le développement instrumental, de favoriser ce qui était émergent à l'époque, une coopération avec l'Union soviétique, à une époque de pleine guerre froide, où la France avait vraiment une singularité. Et c'est dans ce cadre-là que plusieurs laboratoires spatiaux ont été capables d'acquérir un savoir-faire tout à fait unique dans un grand domaine de disciplines, depuis la physique des plasmas, l'environnement de la Terre, jusqu'à l'exploration des planètes, et même au-delà. Et
l'essentiel de ce que l'on voit aujourd'hui encore, c'est l'héritage de cette volonté créée dans les années 60 et 70. Donc l'astrophysique des années 70, pour la résumer, c'est deux grands pôles qui ont la capacité de faire des missions uniques. On dit par compétition, mais c'est par une compétition dans l'émulation entre la NASA de l'Amérique et l'Union soviétique, et des pays comme la France qui, d'un point de vue parfaitement singulier, créent une capacité de fabriquer les meilleurs instruments au monde et de les proposer tant aux Américains qu'aux Soviétiques. Et ça a permis à nos communautés, dans une grande diversité, de se développer depuis la cosmologie lointaine jusqu'au milieu interplanétaire et à l'exploration des objets planétaires. Il y a eu quelques événements en mai 68, en France, dans l'université et dans les laboratoires également, qui ont fait qu'un certain nombre de gens de le service d'aéronomie ont fait, si j'ose dire, sécession. Voilà. Alors ça posait d'énormes problèmes parce que où aller quand on quitte la maison mère. Et en fait, nous avons ces gens, dont j'étais donc, emmenés par Roger Bonnet, ont eu le soutien de la communauté et des organismes, notamment du Centre national d'études spatiales, pour fonder un nouveau laboratoire donc, qui s'est appelé le Laboratoire de physique stellaire et planétaire. Le CNES était très très inquiet parce qu'il y avait le premier satellite français qui était en développement, il s'appelait D2A, il était en développement à Verrières. Donc il avait peur que les contestataires, comme disait Blamont, ne fassent une opération de boycott pour empêcher le satellite de partir. Donc, et ça, c'était une affaire importante pour le CNES, c'était très politique, etc. Donc il était important que ça parte et que ça marche bien. Les laboratoires venaient d'être séparés, donc il y avait quand même encore une ambiance un peu, je dirais, entre guillemets, révolutionnaire, c'est-à-dire que il y avait un laboratoire qui était resté avec l'ancien directeur et puis des chercheurs qui avaient frondé, si on peut dire, et qui avaient créé le LPSP. Les deux labos cohabitaient au sein du fort de Verrières. On descendait en sous-sol, les bureaux étaient voûtés, c'était des murs en pierre, enfin voilà, donc c'était vraiment, quand on disait le fort de Verrières, c'était vraiment un fort. Alors l'informatique générale du LPSP et du service d'aéronomie, d'ailleurs, puisque les deux étaient groupés dans un endroit où il y avait l'informatique. Effectivement, toute cette informatique n'était pas locale. Localement, il y avait simplement des terminaux qui étaient connectés par différents biais à des ordinateurs qui étaient, eux, situés à Toulouse. Et donc, localement, on préparait des programmes qui ensuite étaient envoyés, télétransmis à Toulouse pour être exécuté, et le retour se faisait sous forme de listing imprimé qu'on allait rechercher, et puis l'envoi se faisait par la lecture de cartes perforées. Donc les gens se promenaient avec leur programme, avec des cartons, dans lesquels il y avait rangé l'ensemble de leur programme, de leur ligne de code, voilà. Mais on se promenait comme ça, et donc il ne fallait pas tomber avec son programme, parce que sinon, voilà, ça s'étalait partout, et c'était tout mélangé, et on en avait pour des heures à remettre les choses dans l'ordre.